Investisseurs, dans cette vidéo, on continue notre revue du top actions européennes. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec les critères pour ce segment. Donc là, on est dans le top 40, entre top 40 et top 30. Donc on va prendre 10 sociétés. Le filtre, c'est toujours 7 ETF, iShares Europe ETF, qui est calqué sur le Eurostoxx 600, et on est sur une market cap qui permet de récupérer 11 entreprises. Pourquoi 11 ? Eh bien, on le regarde tout de suite, c'est parce qu'on a un doublon sur Investor AB qui est publié, qui a deux classes d'actions en fait. Donc là, on a bien 10 entreprises différentes. Alors, comme d'habitude, on va passer en revue les critères. Ici, j'ai un peu changé par rapport au précédent segment parce qu'on a beaucoup d'assurances et de banques. Donc, j'ai rajouté un critère important qui va être le price to tangible book value, donc le prix sur actif tangible, et aussi pour les banques un indicateur de sécurité par rapport aux prêts non performants sur le total des prêts de la banque. Alors, on passe en revue tous les critères. D'abord, le nom de l'entreprise, la market cap ici. Le nom de l'entreprise, market cap, l'industrie. Deux indicateurs de cherté, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning sur les 12 derniers mois. Les deux sont sur les 12 derniers mois. Le rendement des capitaux investis, donc ça c'est plutôt une rentabilité opérationnelle qui s'applique pas vraiment aux entreprises financières sur les 12 derniers mois. Un rendement des fonds propres qui s'applique à tout type d'entreprise, mais qui est pertinent aussi pour les banques, donc on pourra l'utiliser. Indicateur de solidité du bilan en termes de dette nette sur EBITDA quand c'est pertinent. Pour les banques, c'est pas pertinent parce qu'elles ont beaucoup de dettes. Un rendement du dividende, un payout ratio, un free cash flow lorsque c'est pertinent. Pareil pour les banques et les assurances, c'est pas très pertinent. On a les bénéfices nets pour pouvoir comparer les free cash flow par rapport aux bénéfices nets quand ça s'applique. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, pareil pour les banques, pour les assurances, ça s'interprète un peu différemment. Ça va être l'évolution du produit net bancaire ou l'évolution du volume de police d'assurance pour les assureurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, indicateur de cherté par rapport aux actifs tangibles. Donc là, on va le regarder spécifiquement pour les banques et pour les assurances. Et un indicateur de solidité, de risque aussi du bilan par rapport aux prêts qui ont été octroyés par la banque. On commence tout de suite avec la première banque de cette liste. Il s'agit de Banco Santander. Donc c'est la banque numéro 1 espagnole. On est sur un PER de 8,4. Donc c'est pas si cher que ça, mais c'est pas non plus donné par rapport aux banques. On le rappelle, en Europe, les banques, on est sur proche des 10 en termes de price earning, comparativement aux banques américaines qui sont valorisées beaucoup plus cher. Donc 8,4, c'est modérément pas cher, on va dire. Modérément bon marché. Un rendement des fonds propres à 13%, ce qui est pas mal pour une banque. On a d'autres banques qui sont moins rentables que ça, plus bas, donc ça c'est pas mal. Le dividende qui est à 3,6%. Donc c'est pas mal, avec un payout ratio qui est à 24%. Donc on a de la marge pour augmenter ce dividende. Il faut regarder si la banque fait des rachats d'actions. On a une croissance, donc là on va dire que c'est la croissance du produit net bancaire sans plus de précision, mais je pense que c'est ça, on est sur du 4%, donc il n'y a pas de croissance sur ce secteur. Et au niveau du bilan, on est sur 1,2 fois les actifs tangibles. Pourquoi c'est important qu'on soit au-dessus de 1 ? C'est parce que si vous voulez avoir une vraie marge de sécurité sur les banques, vous devez les acheter en dessous des actifs tangibles. Mais mesure de précaution, à part si vous êtes un expert des bilans bancaires, si vous ne savez pas lire les bilans, autant prendre une décote sur les actifs que la société possède. Par exemple, pour les banques, il y a des produits dérivés, des créances, etc. Si vous savez pas les évaluer, si vous voulez vraiment faire de la banque, c'est pas mon cas, mais si vous voulez vraiment faire de la banque, vous prenez une large décote sur cet actif tangible et ça vous donnera une mesure de sécurité supplémentaire. Un ratio de prêts non performants à 3,34%, c'est pas si élevé que ça, mais faut se souvenir que pendant la crise de la zone euro, on est monté jusqu'à du 20%. Ensuite, les pires, c'était les Italiennes, elles ont du mal à purger ces prêts non performants, mais les Espagnols également ont eu des problèmes. 3% pour moi, c'est pas super élevé. Je pense que pour être raisonnable, pour être solide, il faudrait être sur du 1,5. C'est un critère personnel. Banco Santander, pas de décote sur les actifs tangibles. Le rendement du dividende n'est pas si élevé que ça pour une banque. En price earning, on est modérément élevé, modérément bon marché. Moi, je pense qu'il vaut mieux passer son tour sur Banco Santander. On continue avec ABB Limited, donc une entreprise qui est spécialisée dans les équipements électriques. C'est une sorte de Schneider électrique. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 16,1 et en price earning de 25. On a une croissance qui est pourtant pas si élevée que ça. Donc ça m'étonne qu'on soit aussi chèrement payé.
sûrement valorisé par le marché, mais on voit que le rendement opérationnel en termes de rendement des capitaux investis est quand même pas mal, à 18%, et le rendement des fonds propres à 27% également est élevé. Il n'y a pas beaucoup de dettes, c'est normal, on est très rentable, il n'y a pas beaucoup de croissance, donc c'est normal qu'on soit pas endetté, sauf si on fait des acquisitions, mais vu la croissance, on fait pas d'acquisition. Un rendement du dividende qui est pas très élevé que ça, si élevé que ça, mais je pense que ça c'est parce que la société se paye cher. Le rendement est à 1,85%, avec un payout ratio qui est à 45%, free cash flow à peu près équivalent au bénéfice net, donc ce payout ratio est pertinent. C'est-à-dire qu'on est quand même en dessous de 50%, donc ce niveau de dividende est quand même soutenable. Que dire de plus? On est sur une croissance qui est faible. ABB, je pense que c'est un peu cher pour ce type d'entreprise. Maintenant, c'est moins cher que du Schneider Electric, relativement moins cher, c'est très rentable, mais il y a pas, c'est trop cher pour la qualité, surtout pour le niveau de croissance qu'on a en face. Zurich Insurance Group, donc un assureur suisse. Donc les assurances c'est pas ma spécialité, mais on va quand même essayer de regarder. On est sur un price earning qui est à 17. Je pense que c'est raisonnablement élevé, c'est quand même assez élevé pour le secteur des assurances, qui est pareil comme les banques, il est décoté en Europe, il se paye moins cher que ça en règle générale. On a un rendement des fonds propres à 23,3%, ça c'est pas mal, c'est une bonne rentabilité quand même. La dette, est-ce que c'est pertinent sur une assurance? Je ne sais pas, mais je pense que ça ne l'est pas vraiment. On est sur un rendement du dividende à 4,4%. Le payout ratio, est-ce que les free cash flows sont pertinents sur une assurance? Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça a du sens. En tout cas, si on se fie aux bénéfices, le payout ratio est quand même élevé, 71,5%. Je pense que ce niveau de dividende est pas soutenable très longtemps. En tout cas, il va pas monter très vite. En termes de décote sur actifs tangibles, il y en a pas du tout. On est valorisé à 7 fois les actifs tangibles. Rappel, pour les assurances, les actifs tangibles, ça va être les polices d'assurance. Là, je pense que c'est cher payé. Donc, Zurich Insurance Group, je pense qu'il vaut mieux passer son tour, même si vous êtes là pour le dividende, il n'est pas si sécurisé que ça. Ensuite, Investor AB, donc ça c'est la holding de la famille Wallenberg, donc une famille suédoise. Il y a 2 classes d'actions, pourquoi? Je sais pas, à voir spécifiquement en creusant cette entreprise, pourquoi il y a 2 classes d'actions, peut-être qu'il y en a une qui a des droits de vote supplémentaires. On est sur une holding, donc là, pour l'évaluer, c'est pareil, c'est pas les critères normaux, alors on peut l'évaluer en termes de price earnings, et en termes de rendement des fonds propres, on voit qu'en PER, c'est pas si cher que ça. Pour les holdings, je pense qu'on est quand même sur un niveau qui est moyen, modérément élevé. Le rendement des fonds propres est quand même pas mal, 15%. On a un rendement du dividende qui est pas si élevé que ça, à 1,65%, avec un payout ratio qui est faible. Donc qu'est-ce que fait l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'elle verse pas de dividende? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de free cash flow, justement. Donc ce dividende, à mon avis, n'est pas soutenable en réalité, vu le niveau de free cash flow qu'on a par rapport au bénéfice net. Il y a un peu de croissance, donc j'imagine que pour les holdings, ce qui compte dans la croissance, c'est la croissance du chiffre d'affaires des participations qu'on détient. Est-ce que ça a vraiment du sens à voir? On est et là par contre c'est le critère de cherté qui est le plus intéressant et qui est le plus important sur les holdings, c'est le prix sur actif net tangible. On est sur du 1,5 fois, donc il n'y a pas de décote sur les actifs, les participations qu'on détient. En général, sur les holdings, on veut une décote. Pourquoi? Parce que quand on est actionnaire d'une holding, on est dépendant de l'allocation du capital du management entre les participations, et donc ça rajoute une couche supplémentaire entre une allocation du capital qu'on pourrait faire nous en tant qu'investisseurs particuliers si on avait des participations en direct. Je m'explique, c'est-à-dire que les conglomérats, quand on a un investisseur qui est mauvais, il va mal allouer le capital, et si au contraire il fait des spin-offs de ses activités et qu'il les cote séparément, un actionnaire plus pertinent, plus performant pourra mieux allouer le capital, et donc c'est pour ça que le marché attribue des décotes de holding en règle générale. Ici, il n'y en a pas, donc attention, on est tributaire des décisions du management, et il n'y a pas de marge de sécurité sur ce dossier. Donc, Investor AB, je pense qu'il vaut mieux l'éviter également. Ensuite, Intesa Sanpaolo, donc ça c'est une banque italienne. On est sur une market cap de 93 milliards de dollars US à peu près. On est sur... alors, il n'y a pas d'indication du PER, dommage. Est-ce qu'on fait des pertes? Non. Alors là, c'est un bug de Coifin. On est sur un rendement des fonds propres qui est à 13%. Ce qui est raisonnablement, qui est convenable, on va dire. On est sur un rendement de dividende de 7%. Donc ça, c'est vraiment bien. Est-ce que ce dividende est soutenable à voir? On n'a pas l'info ici, donc il faut aller creuser le dossier spécifiquement. Et on a une croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans de 10,3%. Ça, c'est impossible sans fusion, sans acquisition, sans croissance externe. Donc, regardez, est-ce que Intesa Sanpaolo a fait une fusion ou de la croissance externe récemment? Je le pense. Vérifier que ce rendement du dividende est soutenable au niveau du payout ratio, et si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Maintenant, il faudrait avoir la valeur
des actifs tangibles pour savoir si la banque est chère. Donc ITSA, point d'interrogation, c'est peut-être intéressant. En tout cas, le rendement du dividende est intéressant. BNP Paribas, la banque leader française, 91 milliards de dollars US de market cap, un PER de 8,1. Hein, c'est pas si cher payé face à du Banco Santander, ouais, alors, qui est légèrement plus évalué, mais par le marché. Mais bon, on est sur une rentabilité qui est un peu plus faible chez BNP. On a 9,3% de rendement des fonds propres. Donc, on est modérément bon marché sur BNP. On a un rendement du dividende à 6,4% qui est bien soutenable avec des bénéfices nets à 44,5%. On a quasiment pas de croissance du produit net bancaire, hein, donc on est sur quelque chose d'assez mature. Et par contre, on a une décote sur actifs tangibles à 0,7. Donc, il y a une petite marge de sécurité à ce niveau-là. On a aussi des prix non performants qui sont en dessous de 3%. Bon, moi, j'aimerais que ce soit en dessous même de 1 à 1,5% pour être solide. Et j'aimerais que la décote soit plus basse, encore peut-être la moitié à 0,5. Je pense que le timing n'est pas si bon que ça hein, si vous voulez faire des gains en capital sur BNP. Si vous êtes là pour le dividende, je pense que c'est une bonne option BNP si vous vous autorisez à vous exposer aux bancaires. On continue avec Iberdrola, l'énergéticien espagnol, le numéro 1 du secteur en Espagne. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,5, ce qui est relativement cher payé. Un PER de 17, ça aussi c'est relativement cher payé. Hein. Allez regarder les multiples de Total Energy, qui est quand même devant en termes de qualité. Ça n'a rien à voir, donc c'est beaucoup plus bas. On a un rendement des capitaux investis qui est à 7,4%, c'est moyen quoi. C'est moyen, c'est rien de fantastique. Rendement des fonds propres à 10%, mais comme il y a de la dette, ici, il y a 6,8 fois la dette nette sur EBITDA. Donc, peut-être que ce chiffre est à retraiter. Je pense pas qu'on soit à ce niveau-là d'endettement. Il y a peut-être les normes IFRS 16 qui font de la distorsion, en fait, sur ce multiple-là. Donc, à vérifier de l'autre côté. Je pense pas qu'on soit aussi chèrement valorisé, mais, enfin, aussi chèrement endetté sur Iberdrola. À vérifier. Rendement du dividende à 4,71%, versé à crédit. Donc, dividende pourri. Il faut pas compter sur ce dividende, sur le long terme si les free cash flow sont structurellement négatifs. C'est peut-être qu'on est ponctuellement négatif en termes de free cash flow, dans ce cas-là pas de problème, mais si c'est récurrent, là il y a un problème. On a un peu de croissance sur Iberdrola, mais rien de fantastique puisque c'est un secteur qui est assez mature, donc la croissance à 4,2%, un rendement annualisé sur 5 ans. Bon, donc Iberdrola à l'écart, c'est trop cher payé pour moi. Unicredit, donc aussi une banque italienne, on est sur une market cap de 90 milliards de dollars US, un price earning de 9,7, ça commence à être cher payé pour une banque. On est sur un rendement des fonds propres à 15,4, maintenant voilà, il y a quand même une rentabilité plus élevée que les dossiers qu'on a vu auparavant, les dossiers bancaires, donc ça c'est pas mal. On est sur un rendement du dividende à 5,5, il n'y a pas le payout ratio, donc à calculer, à regarder de votre côté. On a une croissance du chiffre d'affaires de 10% en rythme annualisé sur 5 ans, croissance du produit net bancaire du coup. Ça veut dire qu'il y a eu une fusion. C'est impossible que ça soit fait en organique puisque le secteur bancaire n'est pas en croissance organique en Italie ni en Europe, donc il doit y avoir la fusion, donc regardez de votre côté si c'est le cas. Il n'y a pas de décote sur les actifs tangibles, donc il n'y a pas de marge de sécurité sur le dossier, et les prêts non performance montent à 2,4%, c'est au-dessus de notre critère, moi ça serait 1,5, là c'est quand même au-dessus, mais ça reste assez faible comme niveau de prêts non performants. Ensuite, RELX, donc là on est sur une société du secteur des services professionnels. Je ne sais pas ce que fait cette entreprise. On est sur un market cap de 89,5 milliards de dollars US. Price earning, alors, valeur sur EBITDA de 25, hyper cher. Price earning de 37,4, hyper cher. On a une bonne rentabilité des capitaux investis à 21,20%, donc ça c'est pas mal. Le rendement des fonds propres à 56%. On est aidé en fait par la dette, hein, donc par l'effet de levier qui nous permet d'améliorer le rendement des fonds propres. Maintenant la dette est un peu élevée à 2,1. Une fois les l'EBITDA, donc ça c'est peut-être qu'il faut prioriser le remboursement de la dette côté management. On est sur un rendement de dividende à 1,7% qui est bien soutenable puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on est en payout ratio qui est inférieur à 50%. Le rendement du dividende à mon avis est faible parce que l'entreprise se paye très cher. Et on est sur une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 3,7%, ce qui est pas incroyable. Donc là je pense que le marché paye très cher cette excellente rentabilité, mais il n'y a pas de croissance en face. Donc à voir pour cette activité, peut-être que le marché anticipe aussi une croissance forte du chiffre d'affaires en fonction des perspectives de l'entreprise. Et on conclut cette analyse avec AXA, l'assureur français. On est sur une market cap de 88 milliards de dollars US, un price earning de 12. Je pense que c'est un peu cher payé pour une assurance, hein.
Pareil, les assurances, à mon avis, ça devrait se traiter autour de 10 fois, vu les risques encourus sur ce genre de dossier. On a un rendement des fonds propres à 13,2%, ce qui est tout à fait correct, qui est plutôt bon même. On a un rendement du dividende à 5,2%, donc ça c'est intéressant pour un investisseur qui veut une rente. Un payout ratio à 63%, bon c'est pas trop élevé, on va dire au-dessus de 50%, ça c'est bon. Quand on commence à être au-dessus de 65-70%, là il faut se méfier sur la pérennité du dividende, parce que c'est le payout ratio d'une part, donc c'est est-ce que les free cash flow sont bien là pour payer ce dividende, ça c'est la question, mais avec les free cash flow on pourrait également aussi racheter des actions, voilà, c'est pour ça que moi je mets un critère de 50% en termes de payout ratio pour être sécurisé. On n'a pas de décote sur les actifs tangibles, on a 3,3 fois, donc il n'y a pas de marge de sécurité sur AXA. Moi je suis à l'écart de ce secteur. Donc dans cette tranche on a beaucoup de banques, on a beaucoup d'assurances, on a des banques et des assurances, également des holdings. Donc ça c'est vraiment des types d'entreprises pour lesquelles je suis à l'écart, ce qui me laisse comme possibilité d'investissement ABB et Iberdrola et RELX. RELX c'est beaucoup trop cher pour le secteur d'activité, services professionnels. Ensuite on a ABB qui est aussi un peu cher quand même en termes de PER. Maintenant il doit y avoir de la croissance, donc à la limite sur l'investisseur croissance, pourquoi pas cette entreprise. Et on a Iberdrola qui est plutôt une entreprise qui évolue dans un secteur qui est assez value, mais en fait la rentabilité est quand même faible et on se paye cher pour ce type d'entreprise. Donc potentiellement ABB à creuser. Le reste, je passe mon tour. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.